Bonjour, on est le jeudi 14 octobre 2021. Cette séance va porter sur les primitives, définir ce qu'est une primitive. On va aborder la notion d'intégrale avec ses propriétés. Donc ça sera la séquence d'aujourd'hui, ce sera principalement du cours. Je vous propose comme d'habitude un peu plus tard donc une séance qui va approfondir ce cours au travers d'exercices. Exercices variés, je vais essayer de couvrir à peu près l'essentiel. Ok ? Maintenant, je vous renvoie aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai posté récemment une vidéo qui fait le lien entre intégrale et calcul d'air. Donc ça serait très utile de la visionner. Et donc on va commencer aujourd'hui donc par définir ce qu'est une primitive. Donc on va dire soit une fonction petit f, dérivable sur un intervalle grand I. D'accord ? On dira que grand F est une primitive de petit f sur I si la dérivée de grand F, c'est-à-dire si grand F' égale à petit f. D'accord ? Je répète, on dira que grand F est une primitive de petit f sur grand I lorsque la dérivée de grand F vous donne petit f. Exemple, si je prends la fonction grand F définie par f de x égale, on va dire 1 tiers de x3 moins 3x plus 7. Je dirais que grand F est une primitive de la fonction petit f définie par x2 moins 3. Pourquoi ? Car la dérivée de grand F, si vous dérivez grand F, donc grand f' de x, est tout simplement égal à 3 tiers de x2, la dérivée de moins 3x c'est moins 3, et la dérivée d'une constante, c'est bien entendu 0. Donc, grand F est bien une primitive de petit f. Je dis bien une primitive de petit f. On verra qu'une fonction peut admettre une infinité de primitives et elles vont toutes différencier par une constante. Autrement dit, si à la place de 7, je mets 10, grand F est toujours une primitive de petit f. Je mets 101, grand F est toujours une primitive de petit f. Ce qui me conduit à énoncer la règle suivante. Et on va définir ce qu'on appelle l'ensemble des primitives. Et on va dire ceci. Si grand F est une primitive, de petit f sur I, d'accord ? Alors, toute primitive de petit f sur grand I est de la forme grand F plus constante K où C, grand F plus C, où C est une constante de I. Autrement dit, c'est un nombre réel. Ok ? Donc, en fait, deux primitives d'une fonction vont différer par une constante. Alors bien sûr, on peut démontrer cette propriété-là, mais je vous propose plutôt de continuer et donc d'aborder un autre point, savoir dans quelle situation une fonction f admet une primitive et une seule. Alors, voilà ce qu'on va dire. On va dire ceci. Soit petit f, une fonction dérivable sur I. Soit petit f une fonction dérivable sur I, x0, un nombre réel de I, et y0, un nombre réel,
et y0 un nombre réel, d'accord? On va dire ceci, il existe une et une seule, il existe une, ah oui pardon, il faut que je rajoute, oh non c'est pas la peine, donc il existe une et une seule primitive. Il existe une et une seule primitive. Grand F de petit f vérifiant grand F de x0 égale à y0. On va prendre un exemple. Admettons que l'on me demande, on va prendre un exemple, soit la fonction, je reprends la fonction précédente, alors soit la fonction f, qui à x associe x moins x2 moins 3. Hein, je reprends celle de tout à l'heure. L'ensemble des primitives de f, c'est la fonction grand F, donc qui à x associe 1/3 de x3 moins 3x plus une constante. La question est celle-ci, déterminer la primitive de grand F qui vérifie tel que f de 0 égale 7, par exemple. Pour déterminer la primitive grand F de petit f, nous avons ici grand F de x. Nous avons grand F de x égale 1/3 de x3 moins 3x plus c. Mais comme f de 0 égale 7, j'ai donc l'équivalence. Je remplace x par 0. 0, 0, ça fait 7. D'où c égale plus 7. Donc la primitive, l'unique primitive de petit f qui vérifie cette condition initiale est donc définie par f de x égale 1/3 de x3 moins 3x plus 7. Donc voilà pour dire qu'une fonction petit f admet une primitive et une seule si bien sûr f de x vérifie la condition f de x0 égale à un certain nombre réel y0. Ok, alors maintenant je vais essayer de faire le tour des primitives, donc des primitives usuelles. On va faire le tour des primitives usuelles. Alors nous avons donc au départ, ici nous avons la fonction f. Et là nous avons la fonction grand F, qui est une primitive de petit f. D'abord, la primitive d'une constante, je commence par 1, une primitive de 1, c'est x. Autrement dit, qu'est-ce qui dérivé me donne 1? La dérivée de x est 1, puisque rappelez-vous, si grand f est une primitive de petit f, alors grand f' égale à petit f. Donc pour vérifier que ma relation est juste, il suffit que je dérive ici pour retrouver ça. D'accord? Puisque rechercher une primitive, c'est exactement l'opération inverse de la dérivation, de la différenciation. Donc ici, je commence par 1. Si je prends un réel petit a quel qu'il soit, petit a, une primitive de petit a, c'est a fois x. Donc ici, petit a est un nombre réel. Donc une primitive de 2, c'est 2x. Une primitive de 1/3, c'est 1/3 de x. Une primitive de pi, c'est pi fois x. Maintenant, une primitive de x. C'est en fait quand vous dérivez l'exposant, vous le décrémentez, vous supprimez 1 à l'exposant. Lorsque vous cherchez une primitive, vous allez plutôt l'incrémenter. Donc ici, j'ai exposant 1, je vais passer à exposant 2. Mais attention,
quand je dérive x au carré, ça me fait 2x. Et là, je n'ai rien devant. Donc je compense le 2 en faisant 1/2. Et vous avez compris, si je passe à x2, donc c'est le même principe, je passe de 2 à 3. Et comme je dérive x3, ça fait 3x2. Là, j'ai 1x2, donc je fais 1/3. Et de façon générale, si vous avez x exposant n, attention, x exposant n avec n différent de moins 1. On verra le cas où n égale moins 1. Donc avec n différent de moins 1. Une primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1. xn plus 1. De façon générale, si on vous dit une primitive de f de x égale x8, ben vous dites cette primitive, une primitive, c'est 1/9 de x9. Je rajoute 1 et je divise par, effectivement, le même exposant, donc n plus 1, ici, n plus 1. D'accord? Maintenant, nous avons ici une primitive, donc là je vous donne les primitives usuelles. Par exemple, moins 1 sur x au carré. Il faut savoir qu'une primitive de moins 1 sur x au carré, c'est tout simplement 1 sur x. Alors, bien sûr, je peux appliquer ma règle ici. Comment j'écris moins 1 sur x au carré? J'écris ceci, moins 1 sur x au carré s'écrit moins x exposant moins 2. D'accord? Si j'applique cette règle ici, alors en fait je vais supprimer le moins qui est là si vous permettez. Je vais supprimer le moins pour respecter la chronologie. Donc je vais mettre ici un petit moins. Donc là je vais recalculer. Je vais donc écrire 1 sur x au carré est égal à x exposant moins 2. Primitive de x exposant moins 2. Donc je fais quoi? X exposant moins 2 plus 1 divisé par moins 2 plus 1. Et vous avez compris que moins 2 plus 1, ça fait x exposant moins 1 sur moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ça s'écrit moins x exposant moins 1. Et x exposant moins 1, c'est tout simplement l'inverse de x. Et vous retrouvez bien moins 1 sur x. Très bien. Maintenant, nous avons aussi primitive usuelle 1 sur 2 racine carrée de x. C'est tout simplement racine carrée de x. De la même façon, vous pouvez retrouver cette primitive en appliquant cette règle. Regardez bien. Si vous avez 1 sur 2 racine carrée de x, ça s'écrit comment? Ça s'écrit 1/2 que multiplie x exposant moins 1/2. Et oui, parce que racine carrée de x, c'est x exposant 1/2. Au dénominateur x exposant 1/2, si vous le remontez, ça fait x exposant moins 1/2. Et si vous appliquez la même règle que tout à l'heure, ça fait donc 1/2 que multiplie. Alors x exposant moins 1/2 plus 1 sur moins 1/2 plus 1. Et moins 1/2 plus 1, donc ça fait ici 1/2 sur 1/2, ça fait 1. Et ça vous laisse x exposant 1/2, ce qui vous donne racine carrée de x. Et vous retrouvez bien sûr le racine carrée de x qui est là. Alors, maintenant, nous avons la fonction. Alors ici, on a dit n différent de moins 1. Qu'en est-il lorsque n égale moins 1? Lorsque n égale moins 1, là, vous allez avoir 1 sur x. 1 sur x. Et une primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Donc pour x différent de 0, primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Ça veut dire concrètement que si j'écris 1 sur x avec x positif, une primitive, ça sera tout simplement ln de x. Mais si j'ai 1 sur x avec x négatif, la primitive, ça va être ln de moins x. Parce que vous savez très bien que valeur absolue de x est égale à x si x est positif et à moins x si x est négatif. Ok? Donc ici, primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Si x est positif, ça me donne tout simplement ln de x. Enfin, pour finir,
primitive de exponentielle de x. C'est exponentielle de x. Très bien. On peut maintenant adopter les opérations sur les primitives. Ici, admettons, si j'ai une fonction petit f, qui est égale cette fois-ci à petit a fois u. Petit a fois u. U étant une fonction. U étant une fonction. La primitive de grand f, de petit f, primitive de petit f, donc AU n'existe pas comme tel. AU n'existe pas comme tel. Je dirais AU'. Une primitive de AU', c'est tout simplement AU. Exemple, si je veux déterminer une primitive de 7x2, donc là c'est A et là c'est U, une primitive de 7x au carré, c'est A7 que multiplie une primitive de x2, c'est-à-dire 1/3 de x3, ce qui me donne 7/3 de x3. Donc une primitive de AU', c'est A fois U. Maintenant, si j'ai une somme de fonctions, j'ai une fonction U' plus V'. Une primitive de U' plus V', c'est U plus V. Donc une primitive de la somme de deux fonctions, la primitive d'une somme de fonctions est égale à la somme des primitives. Si j'ai à chercher une primitive de f de x égale 2x moins 3 sur x plus 5, je dirais grand f de x égale. Donc là j'ai la forme AU', primitive de 2x, c'est 2 fois x2 sur 2. Ça veut dire donc x2. Primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Là, j'ai la forme moins AU'. Donc, ça me fait moins a ln de valeur absolue de x. Une primitive de 5, c'est 5x. Là, j'ai calculé une primitive. Si je veux l'ensemble des primitives, je rajoute une constante réelle, grand C. OK? Ensuite, alors maintenant, je vais vous montrer l'analogie qu'il faut bien comprendre entre ce qui se trouve à gauche et ce qui se trouve à droite. Si vous avez à chercher une primitive de U', U, oui, U', U, primitive, ça va être 1/2 de U au carré. Si vous cherchez une primitive de U', U2, primitive de U', U2, ça va être 1/3 de U3. U, bien entendu, étant une fonction composée de f. D'accord? U3, exemple, je vous donne un exemple. Si on me demande de déterminer une primitive de 2 fois 2x plus 7 au carré, par exemple. On me demande de trouver une primitive de f. Qu'est-ce que je dis? Posons u de x égale 2x plus 7. Donc u' de x est égal à 2. Donc f est bien de la forme 2 fois donc, c'est quoi le 2? C'est U', U au carré. Donc f est bien de la forme U', U2. Or, U', U2 admet pour primitive 1/3 de U3. Donc, grand f de x, c'est 1/3 de U et 3. D'accord? Alors, je continue mon exploration. Donc, de façon générale, je passe directement à la dernière forme. Chaque fois que vous avez la forme U', UN, attention, avec n différent de moins 1. Si vous avez U', UN, UN, avec n différent de moins 1, une primitive de U', UN, c'est 1 sur n plus 1
un plus 1. Exemple de primitive de la forme u', un. Regardez. Si j'ai par exemple f de x égale à exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 3 à la puissance 4. Par exemple. Donc je dois chercher une primitive. Cette primitive de je dis quoi? Posons u de x égale à exponentielle de x plus 3. Dès que j'ai posé u, je calcule u'. On a donc u' de x. La dérivée de e de x, c'est e de x. La dérivée de 3, c'est 0. Donc vous voyez bien que f est de quelle forme? u', u4. u', u4. Une primitive de u', u4, c'est 1/5 de u5. Donc une primitive de grand F dans ce cas-là, c'est grand F de x égale 1/5 de exponentielle de x plus 3, le tout à la puissance 5. Donc primitive de u', un, c'est 1 sur n plus 1, un plus 1. Je continue. Alors bien sûr, si j'ai cette forme-là, je vais aller assez vite. Si j'ai cette forme-là, par exemple, j'ai ici, par exemple, 2x sur x au carré plus 7, le tout au carré. Vous voyez, j'ai bien la forme. Ah pardon, il faut d'abord que je l'écrive. Si j'ai la forme ici u', u' sur u2, une primitive de u' sur u2, c'est moins 1 sur u. Et si je prends l'exemple suivant, la fonction f définie par exemple par 2x, x au carré plus 3, le tout au carré. Donc là j'ai bien la forme, si je pose u de x égale x au carré plus 3, sa dérivée c'est bien 2x, donc j'ai bien la forme u' sur u2 et une primitive de f, donc c'est grand F égale moins 1 sur x au carré plus 3, moins 1 sur u. Ok, alors j'efface ça. Donc là vous avez compris par analogie, chaque fois que j'ai u' sur 2 racines carrées de u, cette primitive, une primitive, c'est racine carrée de u. Je vais m'intéresser aux deux derniers cas. Si j'ai la forme, vous voyez, par analogie, 1 sur x, si j'ai la forme u' sur u, primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Et enfin, pour finir, si j'ai u' exponentielle de u, primitive, c'est exponentielle de u. Alors, quelques exemples avec logarithme exponentiel. Admettons que j'ai la fonction f définie par f de x égale à 2x sur x au carré plus 9. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je dis posons u de x égale à x au carré plus 9. Dès que j'ai posé u de x, je calcule u' de x. Et u' de x est égal tout simplement à 2x. Et je dis f est de quelle forme? Petit f est de la forme, u', vous voyez, u' sur u. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. D'où grand F de x est égal à ln de valeur absolue de x au carré plus 9. Mais comme x au carré plus 9 est strictement positif, je peux écrire ln de x au carré plus 9. Très bien. Alors, autre exemple, admettons que j'ai à calculer ceci. Par exemple, j'ai une fonction f qui est égale à exponentielle de x sur exponentielle de x plus 7. Donc là, pareil, on me dit que je pose grand U de x égale exponentielle de x plus 7. Je calcule u' de x et ça me fait exponentielle de x plus 7.
ce qui me dit que f est de la forme u' sur u, primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u, d'où grand F de x égale ln de exponentielle de x plus 7, mais exponentielle de x plus 7 étant strictement positif, je peux tout simplement écrire exponentielle de x plus 7. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je donnais une seule primitive. L'ensemble des primitives, c'est toujours plus constante. Ok? Alors, un autre exemple avec peut-être exponentielle. Donc, je vais modifier un petit peu cette fois-ci. Admettons qu'on me dise f de x est égal à primitive de f de x est égal à x exponentielle de 2 exponentielle de x au carré moins 1. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire posons u de x égale à x au carré moins 1. D'accord? Posons u de x égale à x au carré moins 1. Ce qui me donne u' de x est égal à 2 x. Donc f est de quelle forme? F est de la forme. Alors attention, f est de la forme. Alors u' de x égale 2x. Ce qui veut dire concrètement que x c'est 1/2. Alors pour faire simple, pour ne pas vous fatiguer, voilà ce que je vais faire. Je vais écrire f de x, je vais réécrire f de x. J'ai besoin de 2x. Donc je vais faire 1/2 que multiplie 2x exponentielle de x au carré moins 1. C'est beaucoup plus pratique. Donc là, vous avez bien votre u' et là, vous avez bien eu. Et vous avez 1/2 devant. Donc f est de quelle forme? F est de la forme 1/2 u', eu. Primitive de 1/2 de u' eu, c'est 1/2 exponentielle de u. D'où grand F de x égale 1/2 exponentielle de x au carré moins 1. Alors, si on veut compliquer un tout petit peu la présentation, où là nous n'avons pas directement la forme, admettons qu'on me demande une primitive de ce type, par exemple f de x égale, on va dire 2 sur exponentielle de x plus 2. Donc là, vous remarquez que ça ne ressemble à rien. C'est ni de la forme u' sur u, ni de la forme u' exponentielle de u. Enfin, cette fonction-là ne s'intègre pas dans ce qu'on appelle les fonctions de référence. Donc je ne peux pas directement trouver sa primitive. En revanche, je peux faire une petite manipulation. Regardez bien. Je peux écrire que f de x peut s'écrire comme ça. F de x peut s'écrire comme étant égal à x plus 2 sur exponentielle de x plus 2, ce qui me donne effectivement 1, et à ça, je fais moins exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Vous pouvez vérifier que cette expression-là est bien égale à ça. Regardez bien, si je réduis au même, j'ai bien le même dénominateur, vous voyez, j'ai bien le même dénominateur. Donc là, ça fait bien exponentielle de x plus 2 moins exponentielle de x. Et vous voyez bien que si vous éliminez, vous retrouvez bien f de x. Autrement dit, chercher une primitive de f de x écrit comme ça équivaut à chercher une primitive de f écrit comme ça. Donc ça, je simplifie, parce que e de x plus 2 est strictement positif, donc différent de 0, ce qui m'autorise la simplification. Donc là, ça me fait 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Et maintenant, j'ai aucun problème pour trouver ma primitive. J'ai une somme de fonctions, c'est tout simplement la somme des primitives. D'où grand F de x égale primitive de 1, c'est x,
Et là, c'est de quelle forme? Là, je ne vous détaille pas, je vous le fais oralement. Exponentielle de x plus 2, j'appelle ça u. La dérivée de exponentielle de x plus 2, c'est exponentielle de x. Par conséquent, cette forme-là, c'est bien u' sur u. Primitive de u' sur u, ln de valeur absolue de u. Donc moins ln de valeur absolue de x plus 2, exponentielle de x plus 2, mais comme exponentielle de x plus 2 est strictement positif, donc c'est tout simplement moins ln de exponentielle de x plus 2. Alors, juste un autre exemple pour finir. Admettons qu'on me demande de calculer, cette primitive-là, par exemple. Primitive, alors, je vous donne, par exemple, f de x égale, alors, 2x au carré, moins 3x, plus 4 sur x moins 1. Alors, en général, on ne vous posera jamais une question de façon brutale comme celle-ci. La première démarche, c'est vous dire, il faudrait exprimer f de x autrement. Donc il faudrait pouvoir mettre f de x, puisque là, regardez bien, ici vous avez un second degré. Au dénominateur, vous avez un premier degré. Si vous divisez un second degré par un premier degré, vous obtenez un premier degré. Donc en fait, ici, f de x peut se mettre sous quelle forme? Peut se mettre sous la forme d'une fonction type ax plus b. Vous voyez, ax plus b plus c divisé par x moins 1. Ce qui est logique. Le c, c'est mon reste en fait. Là, j'ai un second degré, là, j'ai un premier degré. Donc le quotient, ça va être un premier degré. Et bien sûr, si j'ai un reste égal à c, ça me fait c sur x moins 1. La question, c'est de trouver petit a, petit b, petit c. Donc, étape numéro 1, pour trouver petit a, petit b, petit c, première étape, on va réduire cette expression au même dénominateur. Et on va la rapprocher de l'expression plus haut et procéder par ce qu'on appelle identification des monomes de degré 2. Alors, on y va. Je réduis ça au même dénominateur, ce qui me fait f de x égale ax plus b facteur de x moins 1 plus c, le tout sur x moins 1. Très bien. Je développe mon numérateur. Alors je vais reprendre, je développe mon numérateur. Alors, je développe mon numérateur, ce qui me fait f de x égale ax2. Alors attention, moins ax plus bx, je mets x en facteur. Donc, moins ax plus bx, ça me fait b moins a facteur de x. Ensuite, moins b plus c. Le tout sur x moins 1. Ok, donc je répète, j'ai ax carré, ensuite j'ai ici moins ax plus bx, ce qui fait x facteur de b moins a. Moins b plus c. Bien sûr, f de x est égal à 2x carré moins 3x plus 4 sur x moins 1. Donc comme x est différent de 1, puisque c'est la même expression, j'en déduis quoi? On en déduit que ax carré plus b moins a x moins b plus c est nécessairement égal à 2x carré moins 3x plus 4. Je vais donc procéder par identification. Pour que ce polynôme du second degré soit égal à ce polynôme du second degré, il faut que les coefficients de x de même degré soient égaux. Autrement dit, il me faut quoi? Que petit a soit égal à combien? À 2. Mais comme petit a est égal à 2, il faut que b moins a, donc b moins 2, soit égal à moins 3. Et enfin, il faut que moins b plus c soit égal à combien? A plus 4. Donc j'obtiens ceci, petit a égale 2.
Petit b, alors attention, petit b égale moins 3 plus 2 moins 1. Et si petit b est égal à moins 1, là ça me fait plus 1, donc c égale à 4 moins 1. Donc c égale à 3. Ce qui me donne in fine, f de x égale donc 2x plus b, donc moins 1, plus c étant égal à plus 3. Voilà comment je peux réécrire ma fonction rationnelle. Et maintenant, déterminer une primitive de f est devenu maintenant un jeu d'enfant, puisque nous savons déterminer cette primitive en faisant. Alors, nous avons une somme de fonctions, donc on fait la somme des primitives. Primitive de 2x, c'est 2x2 sur 2, c'est-à-dire x au carré. Primitive de moins 1, c'est moins x. Attention, si je pose u de x égale x moins 1, tout le monde a compris que u' de x est égal à 1. Donc ça, c'est de la forme 3u' sur u. Primitive de 3u' sur u, c'est 3 ln de valeur absolue de u. Par conséquent, ça me fait plus 3 ln de valeur absolue de x moins 1. Voilà donc une première démarche qui consistait donc à effectuer, si vous voulez, une division euclidienne en ayant le quotient et le reste. Mais on peut poser directement notre division euclidienne. J'ai fait une séquence là-dessus lorsque j'ai abordé la factorisation en première, la factorisation de polynômes de degré n. On a ce qu'on appelle une racine, on détermine une racine évidente. Pour trouver notre facteur, on effectue une division. Alors, je vous propose de le faire et vous allez voir qu'on va trouver la même chose. Si je pose ma division euclidienne, je dis 2x au carré moins 3x plus 4 divisé par x moins 1. Je dis, en 2x2, il y va combien de fois x? Il y va 2x fois. Donc j'écris 2x et j'effectue 2x fois x. Ça me fait 2x au carré. 2x fois moins 1, ça me fait moins 2x. Parenthèse. Je trace un moins. C'est comme ça qu'on fait une division. Je vous rappelle le principe. Vous divisez 13 par 6. Vous dites il y va 2 fois 6, 12. Vous mettez un moins devant et vous faites 13 moins 12. C'est exactement le même principe. Donc ici, je reprends. Donc 2x2 moins 2x avec un moins. Donc 2x2 moins 2x2, ça disparaît. Attention, moins par moins, ça fait plus 2x. Moins 3x plus 2x, ça me fait moins x, plus 4. Et je dis, en moins x, il y va combien de fois x? Il y va moins une fois. Donc moins 1. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois moins 1, plus 1. Parenthèse, signe moins devant. Moins x plus x, ça fait 0. Et 4 moins 1, ça fait 3. Résultat des courses, f de x est égal à quoi? Au quotient 2x moins 1 plus le reste, mais bien sûr sur x moins 1. Et vous retrouvez la même expression que précédemment. Donc voilà pour le calcul, voilà pour le rappel pour les primitives et le calcul de primitives. Bien sûr, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous propose maintenant de poser la séquence et de passer à une autre notion qui est celle de la notion d'intégrale. Et ensuite, on va arrêter notre cours pour le reprendre un peu plus tard avec des calculs variés. Voilà. Alors, j'interromps la session, je vous laisse respirer et on va aborder la notion d'intégrale. Très bien, donc notion d'intégrale, on peut définir une intégrale ainsi, soit une fonction petit f dérivable sur un intervalle grand I. Grand F, une primitive de petit f, grand F, une primitive de petit f sur I, petit a et petit b, deux nombres réels de grand I, d'accord?
On appelle intégrale de f entre petit a et petit b le nombre réel grand FB moins grand FA. Grand FB moins grand FA. Que l'on note intégrale de A à B de f de x dx. Et ça se lit soit somme de A à B de f de x dx, soit intégrale de A à B de f de x dx. Maintenant, on peut exprimer une primitive à l'aide. Alors, je peux faire un petit calcul. Donc, si je prends un exemple, avant de définir, si je prends un exemple, soit à déterminer l'intégrale, on va dire de 1 à 3 de, on va dire x au carré moins 3x plus 4, x au carré moins 3x plus 4, moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré dx. Donc on veut calculer cette intégrale. Étape numéro 1, on va déterminer une primitive de ce qui se trouve entre parenthèses. J'ai donc entre crochets primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x3. Primitive de x, c'est 1 demi de x2, donc ça me fait moins 3 demi de x au carré. Primitive de 4, c'est 4x. Primitive de moins 1 sur x au carré, plus 1 sur x. Et là, je mets mes bornes d'intégration de 1 à 3. Je vais donc remplacer, je vais calculer donc grand F de 3 moins grand F de 1. Je remplace d'abord par 3. Ça me fait 27. 27 divisé par 3, ça me fait 9. 3 au carré, ça fait 9. Ça me fait moins 9 demi. Ça me fait moins 9 demi. Je répète, 3 au carré, ça fait 9, plutôt moins 27 demi. Ensuite, 3 fois 4, 12. Plus 1 sur 3. Plus 1 tiers. Donc là, j'ai remplacé x par 3. Alors que je ne me trompe pas. Ok, on verra. On remplace par 1, moins, entre parenthèses, 1 au cube, 1, 1 tiers, moins 3 demi, plus 4, plus 1. Je regroupe 9 et 12, 21, moins 27 demi, plus 1 tiers, moins 1 tiers, plus 3 demi, 4 et 1, 5, moins 5, moins 1 tiers plus 1 tiers, ça s'annule, moins 27 demi plus 3 demi, ça me fait moins 24 demi, soit moins 12. Moins 12, moins 7, moins 12, pardon, moins 5, ça me fait moins 17, 21 moins 17, ça me fait tout simplement 4. Donc le résultat final, cette intégrale, est tout simplement égale à 4. Très bien. Alors maintenant, rappelez-vous, on a interprété, on a fait une association entre intégrale et, je dirais, R, ce qu'on appelle l'interprétation géométrique d'une intégrale. On a interprété intégrale et R, n'est-ce pas? Donc lorsque vous avez une fonction f qui est définie dérivable sur l'intervalle i, et que vous prenez deux éléments, petit a et petit b, deux réels, petit a et petit b de i, et bien sûr, je vais supposer que petit f est une fonction positive. Admettons que la fonction petit f soit représentée par cette courbe-là. Elle est positive, donc la courbe est forcément située au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? Et donc là,
j'ai la droite d'équation x égale a, et là j'ai la droite d'équation x égale b. La droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b, eh bien l'aire délimité par la courbe CF, l'aire délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et x égale b. Vous avez compris, j'ai pris petit a strictement plus petit que petit b. D'accord? Eh bien, cette intégrale-là n'est autre que l'aire de cette région-là, c'est tout simplement l'intégrale de a à b, l'intégrale de a à b de f de x dx. Et bien sûr, cette intégrale-là, ce résultat, est exprimé en unité d'aire. Donc tout dépend de l'unité que vous choisissez ici. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une unité d'aire. Une unité d'aire. Donc si là vous prenez 1 cm et là vous prenez 1 cm, votre résultat, ça sera multiplié par 1 cm², donc ça vous donnera des centimètres carrés. Si là vous prenez 2 cm, si là vous prenez 2 cm et là vous prenez 3 cm, votre résultat, ça sera, l'unité d'aire, c'est 6 cm². Donc le résultat trouvé ici, il va falloir le multiplier par 6 pour trouver un résultat en centimètres carrés, puisque l'unité d'aire, c'est 6 cm². Donc voilà le lien entre intégrale et calcul d'aire. Attention, ce calcul-là, c'est pour f positive, et on cherche bien sûr l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe d'équation y égale f de x, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. Et cette aire-là, c'est tout simplement l'intégrale de a à b de f de x dx. Ok, je reviendrai tout à l'heure un peu plus loin sur l'intégrale et calcul d'aire, parce que forcément, là j'ai calculé l'aire sous une courbe, mais avec la courbe située au-dessus de l'axe des abscisses, mais on peut avoir l'aire comprise entre deux courbes, on verra ça un peu plus tard. Donc on va aborder maintenant des propriétés importantes liées donc aux intégrales. Donc première chose, il faut d'abord savoir que écrire intégrale de a à b de f de x dx est exactement égal à l'intégrale de a à b de f de t dt est égal à l'intégrale de a à b de f de u du est égal à l'intégrale de a à b de f point d point. On dit que la variable x est une variable muette, que je l'appelle x, t, u ou point. L'important c'est dx, dt, u, du, point, d point. Ok? Première chose. Deuxième chose, si vous cherchez l'intégrale de a à b, de a à a, de f de x dx, c'est forcément égal à combien? À 0. Si maintenant je calcule l'intégrale de a à b de f de x dx, vous voyez très bien que c'est égal à moins l'intégrale de b à a de f de x dx. Autrement dit, si vous inversez les bornes d'intégration, il faudrait mettre un signe moins ici. C'est très facile à s'en rendre compte. Ici, vous avez bien grand FB moins grand FA. Et ici, vous avez bien moins grand FA moins grand FB. Donc l'égalité est vite trouvée. Très bien. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la relation de Chasles. La relation de Chasles, c'est quand vous allez de A, vous prenez A, B, C, si vous prenez un vecteur AB, vecteur BC, AB plus BC, c'est tout simplement le vecteur AC. C'est ça la relation de Chasles. Donc ici,
si je prends donc, si je prends pour tout nombre petit a, alors soit une fonction petit f, donc soit une fonction petit f dérivable sur l'intervalle i, n'est-ce pas? Pour tout nombre petit a, petit b et petit c de i, il faut savoir que l'intégrale de a à b de f de x dx est tout simplement égale à l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Pour s'en rendre compte, il suffit de chercher donc, calculer cette intégrale-là qui est égale à grand fb moins grand fa. Ça c'est le membre de gauche. Calculons maintenant le membre de droite. Là j'ai donc grand fc moins grand fa. Et là qu'est-ce que j'ai? Plus grand fb moins grand fc. Et qu'est-ce que vous remarquez? fc moins fc s'annule et il me reste bien grand fb moins grand fa, donc l'égalité est bien établie. Alors dans quelle situation je vais utiliser la relation de Schall? Alors notamment, bon, lorsqu'on va faire un calcul gain tout à l'heure, ou lorsque vous avez une intégrale de ce type, par exemple on me demande de calculer l'intégrale de, on va dire de 1 à 5 de x moins 3, valeur absolue de x moins 3 dx. Donc vous voyez la complexité ici, nous avons une valeur absolue. Donc il va falloir me débarrasser de la valeur absolue. Et vous savez comment on traite une valeur absolue? Tout dépend du signe de x moins 3. Très rapidement, je vous montre ce que c'est. Vous avez ici x, vous avez ici l'intervalle 1, 3 et 5. Ici, vous avez le signe de x moins 3. X moins 3 s'annule. Il est positif pour x plus grand que 3. Il est négatif pour x inférieur à 3. Et là, je vais calculer donc la valeur de x moins 3. Vous savez que la valeur de x est égale à moins x si x est négatif. Et la valeur de x est égale à plus x si x est positif. Donc là, x moins 3 est négatif, ce qui veut dire que la valeur de x moins 3, c'est moins x plus 3. Et comme x moins 3 est positif, la valeur absolue de x moins 3, c'est x moins 3. Je vais donc appliquer la relation de Schall. Donc ici, l'intégrale i est égale à. Je vais donc aller de 1 à 3. De 1 à 3, j'écris comme ça et je vais remplacer après. Valeur absolue de x moins 3 dx, plus l'intégrale de 3 à 5, valeur absolue de x moins 3 dx. Mais je sais que sur l'intervalle 1, 3, la valeur absolue de x moins 3, c'est moins x plus 3. Ce qui me donne intégrale de 1 à 3, de moins x plus 3, dx, plus intégrale de 3 à 5, de x moins 3 dx. Il ne me reste plus qu'à intégrer. Donc ici, ça me donne moins 1 demi de x2 plus, ça me fait donc moins 1 demi de x2 plus 3x. Bien sûr, mes bornes, c'est entre 1 et 3, plus primitive de x moins 3, c'est 1 demi de x2, moins 3x, et cette fois-ci entre 3 et 5. Bon, je vous laisse faire l'opération, qui n'est pas très compliquée. Vous remplacez d'abord par 3, moins, et vous remplacez ensuite par 1. Ensuite, vous faites plus, vous remplacez par 5, moins, et vous remplacez par 3. Autrement dit, vous faites grand F3 moins grand F1, et vous faites grand F5 moins grand F3. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Linéarité de l'intégrale. Donc si nous avons toujours une fonction petit f dérivable sur l'intervalle i, on va se donner 3 réels petit a, petit b, petit c, n'est-ce pas? Et on peut avoir ceci. Si on... D'abord, l'intégrale d'une somme.
l'intégrale d'une somme. Donc A à B de f plus g de x dx. Donc l'intégrale d'une somme de fonctions, c'est tout simplement la somme des intégrales. Voilà. Plus intégrale de a à b de g de x dx. De la même façon, si j'ai l'intégrale de a à b et que je me donne un réel alpha égal à f de x dx, donc l'intégrale de cette fonction-là, alpha étant un réel, c'est tout simplement alpha intégrale de a à b de f de x dx. Très bien. Et bien sûr, si on combine les deux, voilà ce que ça donne. Si j'ai intégrale de a à b de alpha f de x plus bêta g de x dx. Donc, la règle de linéarité m'autorise à écrire égale à alpha intégrale de a à b de f de x dx plus bêta, qui est un réel, intégrale de a à b de g de x dx. Donc ça, c'est la règle de linéarité. Donc multiplication ici d'une fonction par un réel, et là, c'est la somme de deux fonctions. Si vous combinez les deux, vous obtenez la règle qui regroupe ces deux notions. C'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Très bien, on va maintenant aborder la positivité de l'intégrale. Donc on va dire ceci, soit petit f, toujours une fonction dérivable sur l'intervalle i, et donc petit a donc plus petit et deux nombres réels petit a et petit b tels que petit a plus petit ou égal à petit b, n'est-ce pas? Donc il faut savoir que, on va montrer que si f est positive sur l'intervalle AB, si f est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive. D'accord? Donc si f est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive. C'est très facile à montrer, puisque grand F est une primitive de petit f, grand F est une primitive de petit f, ça veut dire que grand F' de x est égal à petit f de x. Or, f de x par hypothèse est comment? Positive, ce qui veut dire que la dérivée de grand F, est positive. Si la dérivée de grand F est positive, c'est que la fonction, donc la fonction grand F est croissante sur i, sur l'intervalle AB. Donc la fonction grand F est croissante, ce qui veut dire que a plus petit ou égal à b implique quoi? Que f de a est plus petit ou égal à f de b, soit grand F de b moins grand F de a est bien sûr supérieur à 0. Donc si une fonction petit f est positive sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est aussi positive. La réciproque n'est pas forcément vraie. Maintenant, les conséquences de ça. Donc je vais vous dire ceci, si, je vais effacer, alors, soit petit f, je vais dire soit petit f et petit g, soit petit f et petit g, soit petit f et petit g, deux fonctions dérivables sur i. Dérivable sur grand I. Petit a et petit b, deux nombres réels de i.
de nombres réels de i. Tel que petit a est plus petit ou égal à petit b. D'accord? Alors, si f est plus petit ou égal à g, si f est plus petit ou égal à g, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Alors pour s'en rendre compte, il suffit par exemple de prendre donc ici si f est plus petit ou égal à g sur i, qu'est-ce qu'on a? On a donc g moins f est positive sur i. Et si j'applique la relation précédente, rappelez-vous, si une fonction petit f est positive sur un intervalle i, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive. Donc en appliquant la propriété précédente, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut donc écrire que l'intégrale de a à b de g moins f, l'intégrale de a à b de g moins f de x dx, d'accord, est positive. D'accord? Maintenant, par linéarité de l'intégrale, comment je peux réécrire ça? Par linéarité de l'intégrale, j'écris donc, ça s'écrit comment? Intégrale de a à b de g de x dx moins intégrale de a à b de f de x dx. Et tout ceci, bien sûr, est positif. J'en déduis quoi? Que l'intégrale de g de x, l'intégrale de a à b de g de x dx, j'en déduis ici que l'intégrale de a à b de g de x dx est supérieure à l'intégrale de a à b de f de x dx. Et ce qui établit le résultat qui est là. Si f est inférieur à g ou si g est supérieur à f, alors l'intégrale de g de x, l'intégrale de a à b de g de x dx est supérieure à l'intégrale de a à b de f de x dx, ce qui établit le résultat ici. Très bien. Alors une autre notion importante, donc parité, fonction paire, fonction impaire, fonction périodique. Donc il y a une gestion particulière, notamment lorsqu'on va calculer l'intégrale ou tout simplement un calcul d'air. On va commencer par une fonction paire. Qu'est-ce que c'est une fonction paire? Une fonction petit f est paire si quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition d de f, moins x appartient à d de f et f de moins x est tout simplement égal à f de x. Donc en fait une fonction paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si on a une fonction paire, son allure par exemple, elle ressemblera à ceci. Donc ceci est une fonction à peu près paire. Et donc là, si je prends ici une valeur moins a, et ici je prends une valeur petit a, donc là ici, quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df, et f de moins x égale f de x, ce qui veut dire que si je calcule l'intégrale de a de moins a à a de f de x dx, mais comme la fonction f est paire, l'air, effectivement, si je raisonne ici, je vois que ça, c'est le double de ça.
Donc en fait, lorsque j'ai une fonction paire, l'intégrale de moins AA de f de x dx est tout simplement égale à 2 fois intégrale de 0 à a de f de x dx. Voilà ce qu'on peut dire lorsqu'on a une fonction paire. Alors là, ça se démontre, hein, il suffit de remplacer x par moins x, mais vous savez que f de moins x, c'est pareil que f de x. Et donc, à partir de là, vous retrouvez ici, et là, vous le voyez sur le plan géométrique. Maintenant, si on prend une fonction impaire, qu'est-ce que c'est une fonction impaire? C'est une fonction telle que, quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df, et f de moins x est égal à moins f de x. Par conséquent, la courbe qui représente une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine des axes. Donc si je représente une fonction impaire par exemple, elle peut avoir cette allure-là. Ceci représente une fonction impaire. Et donc là, si je prends un intervalle centré en 0, moins a et a, d'accord? Et si je calcule donc l'intégrale de moins a à a, ici vous avez une valeur négative égale à cette valeur-là qui est positive. Donc lorsque vous avez une fonction impaire et que vous avez un intervalle centré en 0, l'intégrale de moins a à a de f de x dx, dans le cas d'une fonction impaire, c'est toujours combien? 0. Maintenant, qu'en est-il d'une fonction périodique de période t? Lorsque j'ai une fonction périodique de période t, alors je peux faire une petite figure, ça donnerait quelque chose qui ressemble à ça. Admettons que j'ai une fonction périodique de période t. Bon, je fais à peu près, voilà. Et donc là, c'est la période t. Donc là, si je me place ici, petit a, là j'ai petit a, et là j'ai forcément, là de là à là j'ai t plus a, vous voyez, donc de là à là j'ai ici t plus a. On voit très bien que cette R-là, donc l'intégrale de 0 à a plus t de f de x dx est tout simplement égale à l'intégrale, pardon, pas de 0 à t, mais de a à t plus a, est tout simplement égale à l'intégrale de 0 à t de f de x dx. Vous voyez bien que l'aire de ça est bien égale, puisque là j'ai la même, là cette petite portion-là je la retrouve ici. Donc là, l'aire en bleu est bien égale à cette aire-là, que je dessine en rouge. Voilà. Très bien, donc là c'est pour une fonction périodique. Donc fonction paire, fonction impaire, fonction périodique. Et on verra après, lorsque on doit déterminer l'aire sous une courbe et qu'on a une fonction impaire, faites attention, la partie positive et la partie négative se neutralisent, ce qui donnera 0. Donc il faut penser à changer de signe pour avoir effectivement à transformer le moins en plus. Mais ça on le verra tout à l'heure lorsqu'on va aborder la notion, le calcul d'aire. Okay, donc ça c'est pour les fonctions paires, impaires et périodiques. Alors très bien, donc on va continuer en énonçant la règle suivante. Donc, on vous dit ceci, donc soit une fonction petit f, donc toujours dérivable sur un intervalle grand I, petit a et petit b, petit m et grand M, deux réels, n'est-ce pas? Donc deux nombres réels. Alors voilà ce qu'il faut savoir, si petit f
si petit f est compris entre petit m et grand M. Petit m, on peut l'appeler un minorant et grand M, un majorant. Si petit f est compris entre petit m et grand M, bien sûr sur l'intervalle AB, donc sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est compris entre m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a. Alors pour s'en rendre compte, c'est très simple. Ici, nous avons f qui est compris entre m et grand M. Ce qui équivaut à dire que, en vertu de ce qu'on a dit précédemment, l'intégrale de a à b de m dx est compris entre l'intégrale de a à b de f de x dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de grand M dx. Une primitive de petit m, c'est tout simplement, je reprends ici, une primitive de petit m, c'est tout simplement mx. m fois x, bien sûr avec les bornes a à b. Nous avons l'intégrale de a à b de f de x dx qu'on ne modifie pas. Et ici, une primitive de grand M, c'est grand M fois x. Et bien sûr, les bornes d'intégration. Et vous avez compris, vous remplacez x par b et x par a, ce qui vous donne directement m facteur de x, m facteur de b moins a, petit m facteur de b moins a, inférieur ou égal à intégrale de a à b f de x dx, qui est inférieur ou égal, je remplace x par b, ça fait mb, je remplace moins ma, je mets m en facteur, et ça m'établit le résultat, donc m, grand M fois b moins a. Je ne reviens pas sur la valeur moyenne, j'ai expliqué dans une vidéo juste avant ce qu'est la valeur moyenne. Je vous rappelle la définition, le calcul de la valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle AB. La valeur moyenne d'une fonction petit f sur l'intervalle AB, toujours avec petit a plus petit que petit b. La valeur moyenne, je l'appelle mu, je l'ai appelé mu, c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Ça, c'est la valeur moyenne. Ensuite, je ne reviens pas là-dessus non plus. Lorsqu'on va chercher certains types d'intégrales, on va utiliser une méthode qui est ce qu'on appelle l'intégration par parties. Donc très rapidement, elle consiste en quoi? L'intégration par parties, vous savez que la dérivée d'un produit, si je prends une fonction, le produit u fois v, sa dérivée c'est u'v plus v'u. Donc, si je veux déterminer l'intégrale de a à b de u de x fois v de x prime dx, c'est forcément égal à l'intégrale de a à b de u' de x v de x dx plus l'intégrale de a à b de v' de x u de x dx. L'intégrale, la primitive de uv', c'est uv. Donc ici, j'obtiens tout simplement, si je veux calculer cette intégrale-là, j'écris donc l'intégrale de a à b de u' de x dx. L'intégrale de a à b de u' de x v de x dx est égale
à u de x fois v de x. Je mets mes bornes, petit a, petit b, moins. Donc là, j'ai écrit ça égale à ça, qui est égal à ça, moins ça. Donc là, j'ai u'v, forcément, il me restera de l'autre côté uv' ou v'u. Donc, intégrale de a à b, de v' de x, u de x, dx. Ça, c'est l'intégration par partie. Alors, un exemple très rapidement. Admettons qu'on me demande d'intégrer, de déterminer, donc je vais changer de stylo, on me demande de déterminer par exemple l'intégrale, je dis n'importe quoi, de 0, l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 ln de x dx. D'accord? On me demande de déterminer, de calculer cette intégrale. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, quand j'ai du ln, la primitive de ln, je ne connais pas. En revanche, sa dérivée, c'est 1 sur x. Par conséquent, ce que je vais dériver, c'est ça. Donc, ce que je vais poser comme primitive à calculer, c'est ça. Donc, je vais écrire u' de x égale à 2x moins 1. Et je vais poser v de x égale à ln de x. Je vais donc calculer u, qui est une primitive de 2x moins 1, ce qui me donne x au carré moins x. Là, j'ai v, je vais calculer v'. La dérivée de 1 sur x, de ln de x, c'est 1 sur x. Donc là, au départ, symboliquement, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai quoi? U', v. Ça me donne quoi? Ça me donne u fois v moins l'intégrale de uv'. Voilà symboliquement ce que ça donne. Ce qui veut dire que si j'appelle ça mon intégrale i est donc égale à u fois v. Donc u fois v, c'est-à-dire à x carré moins x fois ln de x entre 1 et 2 moins l'intégrale de uv'. Donc intégrale de, je multiplie x2 moins x fois 1 sur x, ce qui me donne x2 moins x sur x. En simplifiant par x, ça me donne x moins 1 dx. Bien sûr, entre 1 et 2. Et vous avez compris, le restant est très simple. Donc je fais i égale intégrale de x carré moins x ln de x entre 1 et 2. Je cherche maintenant moins une primitive de x. Une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Et une primitive de moins 1, c'est x. Et mes bornes, c'est entre 1 et 2. Je vous laisse remplacer. Après, c'est du calcul bête et méchant. Je remplace x par 2. Ensuite, je remplace x par 1. Donc là, ça fera 0 puisque ln de 1 égale 0. Et pareil ici, moins, j'ouvre une parenthèse. Je remplace x par 2 et je remplace x par 1. Et j'ai ainsi mon intégrale. Donc lorsque vous avez du logarithme et du x, c'est ln qu'il va falloir dériver. En revanche, si à la place de ln de x, j'avais eu ici exponentielle de x, j'aurais fait exactement le contraire, puisque une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et comme je dois me débarrasser du coefficient de x, il va falloir dériver. Donc si j'ai cette fonction-là, mon u, ça va être 2x plus 1. Là, j'ai écrit 2x moins 1, donc je corrige. Voilà, je suis mal parti. Voilà. Mon u, c'est 2x moins 1, et mon v, c'est exponentiel. Alors, mon u, c'est, 2x moins 1, et mon v', c'est exponentiel de x. Ce qui va vous donner forcément, u' est égal, u' de x est égal à 2. Et primitive de e de x, c'est e de x.
Et là, vous appliquez la formule et le calcul sera immédiat. Ben, je le fais, j'en profite. Comme ça, vous aurez une séquence assez complète. Voilà, j'en profite. Donc ici, j'en profite. Donc c'est U'. Alors au départ, j'ai U. Vous voyez, j'ai UV'. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, j'ai UV moins, bien sûr, U' fois V. Donc j'ai intégrale, c'est UV. Donc 2x moins 1 exponentielle de x, mes bornes entre 1 et 2, moins l'intégrale de u'v, moins l'intégrale de 2 exponentielle de x dx, entre 1 et 2. Donc là, ça ne bouge pas. Et là, vous avez compris, primitive de e de x et e de x, donc ça me donne moins 2, je sors le 2, exponentielle de x, entre 1 et 2. Je remplace par... Voilà. Je remplace par 2, je remplace par 1, je remplace par 2, je remplace par 1, j'effectue et j'ai mon résultat. Il va me rester un dernier point, puis donc je vais clore la séance parce que j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je vais aborder maintenant la notion de calcul d'air en ayant diverses positions de courbe. Ok. Alors, dernière partie, intégrale donc et calcul d'air. Alors, il est très important cette fois-ci lorsque vous calculez une R, donc on avait dit précédemment, si j'ai une fonction f qui est positive sur un intervalle AB, donc l'air délimité par cette courbe, comme f est positive sur l'intervalle AB, donc là il n'y a aucun souci, pour calculer cette R-là, je fais tout simplement intégrale de AAB de f de x dx. Parce que f est positive sur l'intervalle AB. Maintenant, si j'ai une fonction f qui est négative sur un intervalle AB, ça veut dire concrètement que f est parfaitement symétrique. Donc là, c'est y égale f de x. Si maintenant si je considère que f de x est positif, donc moins f de x est forcément négatif, et j'obtiendrai donc une courbe qui ressemblerait à ceci, d'accord, à peu près à ceci. Alors, donc là il faudrait avoir une longueur comme ça, ici à peu près ça, donc quelque chose qui ressemblerait à ceci. Voilà. Donc ça, c'est y égale moins f de x. Autrement dit, si je calcule l'intégrale ici, ça me donnera une R. Mais si je calcule l'intégrale ici, ça me donnera un résultat comment qui est positif. Et dans ce cas-là, l'air sur cette courbe-là, c'est tout simplement l'opposé de ce que j'ai ici. Donc autrement dit, si ça, c'est ma fonction g, ça c'est ma fonction g, ma courbe qui représente g, qui est symétrique par rapport à f, on voit bien que g de x est négatif, par conséquent, l'air délimité par cette courbe, la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale b, et bien sûr la courbe, ça serait donc moins intégrale de a à b de g de x dx. Donc lorsque vous avez une courbe qui est située au-dessous de l'axe des abscisses, pour calculer une R, vous mettez un moins devant. Bien sûr, on calcule une R géométrique. Maintenant, on peut avoir une fonction f qui peut changer de signe. Donc, admettons que j'ai une fonction f qui décrit ce processus. Donc, elle fait ceci et elle fait ceci. Et admettons que je veuille calculer l'air délimité par cette courbe, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. Autrement dit, je veux calculer cette R-là. Donc là, je vais bien sûr repérer
la valeur intermédiaire que j'appellerai petit c. Et donc, l'aire totale, c'est bien sûr l'aire A1 plus l'aire A2. De la partie de A à C, en fait l'aire totale, c'est tout simplement l'intégrale de A à C. J'ai appliqué la relation de Schall. De A à C, de f de x dx. Pourquoi j'ai pris de A à C? Parce que sur l'intervalle AC, f de x est comment? Positive. Alors attention, sur l'intervalle CB, f de x est négatif. Donc pour trouver A2, je fais moins l'intégrale de CAB de f de x dx. D'accord? Donc je fais moins l'intégrale. Alors bien entendu, de façon générale, on peut tout simplement remplacer cette écriture-là par tout simplement les valeurs absolues, ce qui me donnerait la même chose. Donc ici, ça serait valeur absolue de A à C f de x dx. Mais comme cette quantité est positive, donc ça sera bien sûr ça, plus la valeur absolue de l'intégrale de CAB de f de x dx. Mais comme cette quantité est négative, avec ma valeur absolue, ça me renverra un signe plus. Autrement dit, l'aire totale, c'est ça, A1 plus A2, encore une fois, avec A2, pour trouver A2, comme f est négatif sur l'intervalle CB, il faut mettre un petit moins devant. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on veut déterminer l'aire compris entre... Alors, je prends un exemple numérique. Si on me demande de soit la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 1, et on me demande de déterminer l'aire délimitée par la courbe, et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 2. Donc x égale moins 1 et x égale 2. Donc si je fais, donc là je vois que j'ai une parabole. Donc si je représente la fonction très rapidement, hein, je le fais de façon sommaire. Donc là je vois qu'elle s'annule en moins 1, qu'elle s'annule en 1. Donc je vais jusqu'à 2. Et donc si je remplace par 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Voilà. Donc elle va faire à peu près ceci. Et ici, si je prends 0, ça fera moins 1. Donc la courbe, elle ressemblerait à ceci. Donc à peu près, donc j'ai donc une fonction paire. Voilà. À peu près. Et on me demande donc de calculer l'aire délimitée par x égale moins 1 et x égale 2. Donc on me demande de calculer cette aire-là. Cette aire-là, plus cette aire-là. Et là, vous avez compris la valeur intermédiaire ici, c'est plus 1. Donc vous avez compris que la fonction f est négative sur l'intervalle moins 1, 1. Et elle est positive sur l'intervalle 1, 2. Ce qui veut dire que l'aire totale, grand A, ça va être donc l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Bien entendu, je peux mettre tout ça sous valeur absolue, mais ce n'est pas utile. Il suffit de regarder la quantité qui se trouve entre moins 1 et 1. Vous voyez bien que f de x est négatif, donc cette r A1 est égale à moins l'intégrale de moins 1 à 1, x de moins 1 dx, plus sur l'intervalle 1, 2, la fonction f est positive, donc ça me donne l'intégrale de 1 à 2 de x2 moins 1 dx. Bon, là, je vous laisse faire le calcul, c'est pas très compliqué, ce qui me donnerait très simplement
Alors pour aller vite, je peux inverser les bornes, écrire 1 de a à moins 1 de x au carré moins 1 dx, plus intégrale de a à 2, x au carré moins 1 dx. Donc une primitive de x au carré moins 1, primitive de x au carré moins 1, c'est 1 tiers de x3 moins x. Donc je n'ai plus qu'à remplacer et écrire 1 tiers de x3 moins x. Attention, j'ai enlevé le signe moins, donc j'ai inversé les bornes, ce qui me donne ici 1 de 1 à moins 1, plus primitive de x2 moins 1, c'est 1 tiers de x3 moins x, et ceci entre 1 et 2. Je vous laisse faire le calcul, vous remplacez par moins 1, moins, vous remplacez par 1, plus, vous remplacez par 2, moins, et vous remplacez par 1. Donc voilà, lorsque vous avez une fonction f qui change de signe, lorsque sa courbe, effectivement, elle passe tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de l'axe des abscisses. Autrement dit, c'est une fonction f et change de signe sur un intervalle. Ici, la fonction f, elle change de signe sur l'intervalle moins 1, 2, elle est négative entre moins 1 et 1, et elle est positive sur l'intervalle 1, 2. Maintenant, lorsque j'ai affaire à deux courbes, donc ça, c'est pas compliqué, on se réfère à ce qu'on disait précédemment. Alors donc, il faut absolument avoir compris que si j'ai une fonction f qui est supérieure à une fonction g, donc là, j'ai y égale à f de x. Et là, j'ai y égale à g de x. Et je veux déterminer l'aire délimitée par ces deux courbes, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. Autrement dit, je veux déterminer cette aire-là. Donc là, il est établi clairement que f de x moins g de x est comment? Positif, puisque la courbe CF est au-dessus de la courbe CG. Par conséquent, l'aire délimitée par ces deux courbes et ces deux droites, c'est tout simplement A égale l'intégrale de A à B de f de x moins g de x dx. C'est très facile à comprendre. Je calcule l'aire délimitée par la courbe et deux droites. Ça me donne toute cette partie-là. Ça, c'est l'aire délimitée par CF. Et maintenant, je supprime l'aire délimitée par CG. Je supprime tout ce qui est en dessous, au-dessous. Et qu'est-ce qui me reste? Ce qui se trouve entre les deux courbes. Donc, si f de x est supérieur à g de x, l'aire délimitée par ces deux courbes et la droite d'équation x égale a et x égale b, toujours avec petit a plus petit que petit b, c'est tout simplement l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. Enfin, il peut arriver que, effectivement, ces deux courbes-là changent de position. Donc vous pouvez avoir une situation comme celle-ci. Vous pouvez avoir une situation comme celle-ci. Admettons que j'ai la courbe CF qui soit comme ceci. Y égale à f de x. Et si j'ai la courbe CG qui fait ceci, donc là c'est y égale à g de x, et que je veuille déterminer l'aire délimitée par les droites d'équation x égale a et x égale b. Autrement dit, je veux déterminer cette aire-là. Je veux déterminer cette aire-là. Et cette partie-là. Donc là, vous voyez très bien que les deux courbes se coupent en un point que j'appellerai petit c. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque très simplement que la courbe bleue, c'est-à-dire la courbe CF, est au-dessus de la courbe CG sur l'intervalle AC.
Autrement dit, f de x moins g de x est positif sur l'intervalle AC. En revanche, sur l'intervalle CB, la courbe CG est au-dessus de la courbe CF, et dans ce cas-là, c'est g de x moins f de x qui est positif. Et alors, pour calculer l'air, il suffit bien sûr d'appliquer la relation de Schall, et en allant de A à B, on va donc passer par C. Alors, on va écrire l'air total. Alors, bien sûr, je peux écrire tout simplement valeur absolue, vous voyez, valeur absolue de l'intégrale de A à B de f de x moins g de x dx. Ou si vous préférez, pareil, g de x moins f de x dx. Mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique de raisonner comme je viens de vous dire, pour éviter les valeurs absolues. Il suffit d'étudier la position des deux courbes, la position relative des deux courbes. Donc ici nous avons CG est au-dessus de CF. Ce qui veut dire pour trouver l'air total. Donc ça c'est A1 et ça c'est A2. Donc l'air total c'est A1. Donc intégrale de A, attention, de A à C. Je dis bien que g de x est supérieur à f de x. Par conséquent, pour trouver l'air, il faut que la quantité soit positive, ce qui me fait donc g de x moins f de x dx plus l'intégrale de C à B. Attention, cette fois-ci, le signe change. C'est cette fois-ci, en fait je me suis trompé, sur l'intervalle AC, c'est f de x qui est supérieur à g de x. Donc je vais corriger ce que j'ai écrit ici. C'est plutôt f de x moins g de x qui est positif. En revanche, sur l'intervalle CB, g de x est supérieur à f de x, donc c'est g de x moins f de x qui est positif. Et donc nous avons g de x moins f de x dx. Voilà comment on détermine, comment on calcule l'air délimité par deux courbes. Voilà, en fait c'est le même principe. Quand j'ai commencé avec l'axe des x, en fait cette courbe-là n'est autre que la droite d'équation y égale 0. Donc soit on est au-dessus de 0, soit on est au-dessous de 0. Si on est au-dessus de 0, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. Si on est au-dessous de 0, c'est l'intégrale de A à B de moins f de x dx. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Encore une fois, je reprendrai toutes ces notions au travers d'exercices variés. Donc je vais essayer de parcourir un petit peu tout ce que l'on a dit au travers de situations différentes. Voilà, encore une fois, désolé pour les petits accros ici ou là, mais ça n'a pas été facile. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, surtout et surtout, très très important, n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec tout ce que ça peut intéresser en fait. Cette séquence-là s'adresse principalement donc aux élèves qui préparent le bac, qui sont en terminale, mais bien entendu, si votre niveau est perfectible, si vous préparez d'autres examens, ça peut être aussi utile. Donc je vous le dis encore une fois, j'espère que cette séquence vous sera encore une fois profitable et surtout profitable au plus grand nombre. À bientôt.